Wingmaster. Le Wingmaster débrief du dimanche, alors que je vois Jérôme, vous l'avez pas vu, mais s'agiter derrière le générique. C'est rock, hein, Jérôme. Salut. Non, c'était avec là, les cheveux et tout. Là, ça me Ouais, rappelle trop je des vois souvenirs. avec tes cheveux, ouais. Merci de nous retrouver. Donc, des fois, contenu enregistré, des fois, c'est des lives. Là, quelques contenus enregistrés qui vont s'enchaîner juste avant les fêtes. Et ce soir, Jérôme, on va parler du parachute de secours. Parce qu'on a eu, on va le voir dans quelques instants, une petite vidéo de notre ami Stéphane Pinblanc, qui est un fidèle de nos lives, qui nous a posé plusieurs petites questions auxquelles tu vas pouvoir répondre. Notamment, quand est-ce qu'on ouvre son parachute de secours, à quel moment il faut le lancer, quand est-ce qu'on décide de le faire. On va aborder tout ça, si tu en es d'accord. Bah, avec plaisir, ouais, parce que c'est un thème qui revient. Et puis les discussions font que il y a des gens qui sont un peu en désaccord ou un Ouais. peu par rapport aux croyances et tout. Donc c'est intéressant. Très bien, on va en parler, Jérôme, dans quelques instants. On juste vous rappeler que Wingmaster, vous avez ce contenu gratuit, la chaîne YouTube que vous connaissez par cœur. Wingmaster, c'est aussi une masterclass. On a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à cette masterclass et c'est très bien. Vous avez le contenu gratuit qui est un complément, on va dire. Cette masterclass, c'est 24 épisodes, 14 heures de vidéo, toutes les techniques du parapente. Jérôme, ici présent, vous montre ces techniques, comment lui il vole, comment il utilise ses commandes, comment il utilise sa voile avec des choses assez incroyables. C'est très visuel, il y a jusqu'à 8 caméras en vol. Tu montres vraiment toutes les facettes du parapente, Jérôme. Peut-être que dans la vie d'un pilote, on ne voit pas tout ça. C'est peut-être rare des fois d'avoir des incidents de vol. C'est rare de peut-être faire des descentes rapides. Donc là, ça, c'est vraiment une base de connaissances incroyable, quoi. Bah, exactement, je partage tout ce que je fais, tout ce que j'enseigne et tout, et puis je le partage visuellement. Et donc ça, c'est Et bien. puis c'est C'est toi à bord, quoi. une C'est-à-dire, c'est pas un source, élève, voilà, c'est pas des cours, c'est tu montres comment ce que toi tu exactement. fais, quoi. C'est une bonne source, une bonne source visuelle et ça donne beaucoup d'infos et notamment, il y a le parachute de secours, ouvert, filmé avec plein de caméras et tout et ça donne vraiment une idée de comment se déploie un parachute et tout et ce soir, on va parler quand le faire, en fait. Ouais, et on voit ce que tu subis aussi parce que Mmh. quand il y a des moments, ça peut être violent aussi, ce qui peut aussi indiquer à des pilotes que ouvrir un parachute de secours, c'est pas évident. Ça sera, je finis avec la masterclass. Allez voir sur la masterclass les infos sur wingmaster.top. Sur le site, vous avez toutes les infos. Vous pouvez acheter des petits modules, vous pouvez acheter la masterclass complète et tous les pilotes ici présents qui nous regardent vous mettront dans les commentaires que ils sont hyper contents de leur investissement. Et donc, pour revenir sur le secours, Jérôme, effectivement, on voit sur ces images que des fois, c'est très impliquant, hein, ça peut être violent, ça peut faire peur. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de tyrolienne, ce genre de choses. Donc, se dire, j'ai un truc devant moi ou sous les fesses, je dois le sortir en cas d'urgence, je vais tomber tout droit, ça met peut-être une petite graine négative, non, sortir son secours, Ou un c'est quand doute et même tout, chaud, ouais. quoi. Ouais. C'est surtout que je pense tout pilote n'a pas envie de tirer son secours. Mais là, on va passer à l'étape supérieure, c'est à quel moment, sur quels événements il faut le tirer en fait, où il y a pas de doute en fait sur le fait de le tirer. Donc, et la question qui va se poser, après, c'est assez clair quand est-ce qu'il faut le tirer, et on va aborder aussi le sujet, c'est comment ça se fait que même quand la situation paraît plutôt claire vue de l'extérieur, comment ça se fait que des pilotes ne tirent pas leur secours alors que les statistiques montrent qu'il n'y a pas eu d'accident suite au fait de tirer son secours. Par contre, Il il n'y y a en pas eu a eu il y a pas parce eu de qu'on ne le tire mort pas. suite, il n'y a pas eu de décès, Voilà, je crois. Voilà, il n'y a de pas eu blessures mortelles d'accident suite à, mortel, voilà, suite voilà, au fait d'un secours ouvert, quoi. voilà, alors que le fait de ne pas le tirer, là, ça aurait pu solutionner les choses de le tirer, quoi, voilà. Et c'est vrai que c'est une question, et tu vas le voir, notre ami Stéphane Pinblanc, donc, qui est le président du Club des Hommes Oiseaux de Haute-Loire, nous a envoyé cette petite vidéo sur le canal WhatsApp de Wingmaster en posant ces questions. Et justement, il se dit ça en préambule, là j'ai coupé, vous allez voir. Il dit notamment, c'est vrai qu'il y a eu des accidents mortels ces dernières années avec des pilotes qui n'ont pas tiré leur secours. Et donc la question intrinsèque, c'est pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Est-ce qu'ils étaient trop bas, manque de confiance, de stress, etc. On n'a pas les réponses. Mais en tout cas, voilà, la première question de Stéphane, il y a plusieurs petites questions. Vous allez voir, ça va animer cette thématique. On regarde. Salut Jérôme. Seb, salut Jérôme, je viens à vous pour vous poser à nouveau cette question. À quel moment je dois utiliser mon parachute de secours? Nous avons fait un repas entre parapentistes
le week-end dernier. Et cette question est revenue encore dans nos échanges. Et j'étais assez surpris finalement d'entendre encore des discours qui s'opposaient les uns aux autres. Les différentes options que j'entendais dire finalement, c'était moi, si je suis à haute altitude, que j'ai 2000 mètres sous mes pieds, je prends le temps d'analyser la situation, d'essayer de me sortir de cette situation, même si je suis twisté, si je suis simplement cravaté, je vais prendre le temps de réfléchir pour ouvrir mon secours. Alors, Jérôme, est-ce que c'est ce qu'il faut faire ou pas? Alors, dans mes réponses, comme d'habitude, je vais être un peu nuancé Bien sûr. parce que je pense que dans la discussion, dans le club de Stéphane, il y a vraiment des expériences différentes, des pilotes avec beaucoup de vols, d'autres moins et tout, qui volent pas pareil, pas avec les mêmes voiles, qui n'ont pas les mêmes formations. On a peut-être qu'on fait du stage CIF, d'autres non, d'autres qui découvrent. Donc, tout est très mélangé. Donc, ce qui peut amener des messages un petit peu différents. On va voir s'ils sont contradictoires ou pas. Donc sur l'histoire de la hauteur, je vais nuancer. C'est sûr que si on a beaucoup de hauteur, il est factuellement évident qu'on a plus de temps en fait Bien sûr. pour gérer un incident, etc. Parce qu'on est loin du sol, etc. Donc, j'allais dire, sauf si évidemment ton parapente est en torche et que tu tombes vite, peut-être. Alors, on va aussi préciser ce que c'est la torche, quoi, la nuance, c'est-à-dire que de toute façon, à chaque événement qui peut se passer, il faut qu'il y ait une analyse et cette analyse doit être rapide en fait. C'est-à-dire, je vais vous donner une phrase qui peut être générique et résoudre on va dire tout le questionnement s'il faut tirer ou pas son secours, c'est suite à un incident irréversible qui entraîne une perte de contrôle durable ou près du sol, il faut tirer son secours. Voilà. Donc, dans cette phrase-là, vous allez pouvoir mettre tous les incidents qui arrivent. Ça peut être des collisions, une fermeture, une suspente qui casse, etc. C'est tous les événements qui peuvent arriver. On peut même dire incident. Et il faut que derrière, savoir si c'est réversible ou pas, c'est-à-dire si je peux avoir une fermeture et une voile qui se réouvre. Donc là, on va dire que l'incident n'est pas irréversible. Donc ça ne sert à rien d'aller dans la deuxième partie de la phrase. Donc la voile va se réouvrir et on va reprendre le contrôle. Si l'accident est irréversible, par exemple une fermeture qui reste un petit peu coincée ou qui reste et qui entraîne une perte de contrôle, par exemple une rotation qui va durer ou une rotation qui est près du sol, il va falloir tirer son secours. Donc on va voir que cette phrase-là ratisse assez large sur tous les incidents. Donc l'histoire de la hauteur, ça va être exactement, si on revient sur cette première question, ça va être exactement la même question. Est-ce que si je suis très haut, est-ce que l'incident est irréversible, oui ou non? Premier truc. Ce qu'on dit irréversible, c'est-à-dire que mentalement, tu vois qu'il n'y a pas de solution, quoi. C'est-à-dire, tu es vraiment très twisté. Si c'est irréversible, ça veut dire, par exemple, une suspente qui casse. C'est quelque chose d'irréversible. Ça, c'est irréversible, c'est sûr. Et oui, c'est quelque chose d'irréversible. Une fermeture n'est pas obligatoirement irréversible. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Une collision n'est pas obligatoirement irréversible. Donc voilà, donc il faut partir sur le premier truc, c'est est-ce que cet incident est irréversible ou pas? Et dans l'analyse, est-ce que ça entraîne une perte de contrôle qui va durer en fait? Parce que si la perte de contrôle dure 2 secondes, en 2 secondes, il va pas se passer grand-chose en fait, même si on est près du relief sur 2 secondes. Par contre, si ça dure un peu plus longtemps, c'est-à-dire plus d'un tour, si ça dure plus longtemps, etc., il va falloir, de cette analyse, prendre une décision, en fait. Donc, sur un incident irréversible avec une perte de contrôle qui va durer, oui, il va falloir tirer son secours. Donc, si on a de la hauteur, l'analyse va prendre autant de temps, elle est très rapide, en fait. Par contre, derrière, la prise de décision va pouvoir être un peu tempérée, on peut dire, c'est si on a, et là va rentrer en jeu le facteur de quelles sont nos compétences de pilotage, nos compétences techniques. Est-ce qu'on est capable de sortir d'un twist? Est-ce qu'on est capable de sortir d'une cravate? Parce que ça va être ça, les incidents qui peuvent être gérés avec du pilotage, ou au moins d'essayer d'avoir le temps de gérer ça. On est capable, après un tour,
on a les capacités techniques, mentales et tout, de gérer plus d'un tour d'autorotation, par exemple, ou d'une neutralité spirale, la voile qui est en voile ouverte mais qui tourne fort. Après l'analyse, voilà, on va avoir plus ou moins de temps en fonction de nos capacités, quoi. Voilà. Et de ce C'est qu'on ça. voit, en fait. On n'a Ouais. peut-être pas les capacités, donc il faut agir. Ou on a les capacités, on a le temps d'un peu d'essayer. Si bien sûr, on perd pas une notion de repère sol, etc. C'est pour ça que je nuance un petit peu. Hmm. Donc c'est pour ça que peut-être la discussion dans le club de Stéphane, eh ben les pilotes n'avaient pas la même Bien sûr. expérience ou n'avaient pas les mêmes capacités techniques, quoi. On Voilà. va dire qu'un débutant, même s'il est haut et qu'il voit un truc et qu'il n'a jamais eu cette situation, le réflexe à avoir, c'est tirer le secours. S'il Voilà. y a une perte de contrôle durable, parce qu'il ne Oui, faudrait pas complètement. non plus Oui, oui. tirer le parachute de Voilà, secours tout à sur fait. une Sur une fermeture. fermeture. Voilà. Oui, oui, complètement. Mais Si si le ça gars est en train de engendre commencer une à perte de en faire contrôle, des tours et qu'il à dit je sais pas tourner, quoi faire, je vais essayer des trucs, mais je sais pas quoi, non, non, c'est pas là le on truc à n'essaye faire. rien parce que Voilà. il serait déjà en capacité de savoir ce qu'il y a à faire, en fait. Mais s'il C'est ne le ça. sait pas, parce qu'il l'a jamais vu, Voilà. parce qu'il sait pas faire, etc., il va pas rentrer dans quelque chose d'aléatoire où il sait pas trop, C'est ça. etc. Par S'il y a une exemple, situation avoir une incontrôlable. cravate, Ouais. voilà, une voile qui est complètement coincée, qui entraîne une autorotation. Là, le pilote, celui qui sait, celui qui a les compétences techniques, parce qu'il a appris, il va essayer de contrer déjà. Et s'il ne peut pas contrer la rotation, il va falloir qu'il décroche sa voile pour chasser la cravate, en fait. Hmm. Mais si un pilote qui est en progression, qui n'a pas ses capacités techniques, il ne faut même pas qu'il se pose la question Bien d'essayer sûr. quelque chose, quoi. Parce qu'il risque de rentrer dans une cascade d'incidents dû à un pilotage Tout à fait. pas adapté. On va voir la question suivante et puis après on va parler aussi du facteur mental, j'allais dire Jérôme, parce que dans Bien tout sûr. ça on oublie un facteur Eh oui. et ça me fait penser au film Sully, tu sais, Sully c'est ce film Oui. où le pilote américain se pose sur l'Hudson River, Exactement. enfin une histoire vraie, Ouais. et où Ça, je vous en parlerai, ouais. le bureau analyse refait ensuite l'expérience, sauf que eux ils arrivent à aller se poser dans les aéroports à côté en disant non mais le gars a fait une faute, mais en fait ils ont oublié le facteur stress. C'est ça. C'est surtout qui est le temps de prise de décision. Exactement, parce le temps de prise de utilise cette décision. vidéo pour les recyclages des moniteurs dans le thème la prise de décision. Voilà. Mais et qui là, fait donc le stress t'empêche aussi d'avoir cette décision rapide et de savoir ce qui. Alors que j'allais dire les compétences. Un pilote qui a des compétences, une fermeture, ça tourne dans tous les sens, machin. Il dit ah oui je connais, je fais ça, ça, ça et ça. Et un débutant effectivement il panique et voilà, il y a ce temps de prise de décision, Jérôme, qui est compliqué. Aussi. Merci beaucoup. On va reparler du facteur mental. On écoute Stéphane la suite de ces questions. C'est plutôt court cette fois. Deuxième chose que j'ai entendu dire, si je suis proche du sol, à 20 mètres sol, finalement, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le secours parce qu'il est déjà trop tard. Jérôme. Alors là, je vais moins nuancer, là. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hauteur minimum pour tirer son secours. Qu'on soit à 100 mètres, 50 mètres, 30 mètres, 20 mètres, 10 mètres, si on est dans une situation de perte de contrôle, et là on est dans le cadre près du sol, il faut tirer son secours. Alors, après on peut dire ce qu'on veut au niveau statistique, oui, mais il n'y a pas assez de hauteur pour que le parachute s'ouvre et tout rentre en œuvre, mais si vous êtes sur une autorotation, c'est-à-dire une voile qui tourne très vite, le parachute de secours va s'ouvrir en moins de 2 secondes et va avoir une première conséquence ou une première efficacité qui peut être simplement le ralentissement de ce qui se passe, si c'est de la rotation. Donc, il n'y a pas de hauteur minimum. Alors ça, c'est le premier truc. Alors, au lieu de se poser la question, est-ce que je suis à 30 mètres, 20 mètres, ce qui est impossible de savoir quand on est au-dessus du sol, c'est très dur de savoir, surtout dans un contexte de stress. On ne peut pas savoir la hauteur, donc il n'y a pas de hauteur minimum. Donc on s'enlève cette croyance ou on s'enlève cette capacité à essayer de savoir à quelle hauteur on est, de décider ou pas. C'est la situation qui vous fait tirer le secours et non pas la hauteur, en fait. C'est ça. Voilà. Après, il y a donc toujours. Là, je suis moins nuancé. Ouais. Voilà. On tire le secours. Si ça tourne très vite et qu'on arrive près du sol, quelle que soit la hauteur, il faut une action. Et pourquoi il faut dire ça sans être nuancé? C'est que justement, quand on est près du sol ou quand on trouve qu'on est plutôt près du sol ou plutôt qu'on a un repère sol et qu'on a un visuel sur le sol, on va plutôt rentrer dans un fonctionnement soit de viscosité où on fait plus rien, en fait, on attend, parce qu'on n'a aucune notion de gestion de la hauteur, soit on considère qu'on est
que le sol arrive et qu'on va essayer de se battre pour sortir de cette situation. Et se battre, c'est plutôt avec les commandes, en fait. On va essayer de sortir de la situation, donc on ne va pas tirer son secours, en fait. Alors que là, il faut plutôt passer dans une autre phase. On a une perte de contrôle et près du sol, donc il faut passer sur la prise de décision de tirer son secours. Ce qui n'est pas facile, hein. Ce qui est bien sûr, puis on est près du sol, on se dit bon, on est presque arrivé, ça y est, c'est bon, je contrôle le truc, voilà, moins impressionnant. J'essaye de contrôler jusqu'au bout, en fait. Voilà. Ouais. Merci Jérôme. On écoute la réaction suivante de Stéphane. Autre chose que j'ai entendu dire, quand on fait des ploufs, on n'a pas d'utilité d'avoir un parachute de secours. Pour certains, il est hors de question de voler, même en string, sans parachute de secours. Donc, parachute de secours ou pas parachute de secours, Jérôme? Alors là, pareil, je réponds vraiment à titre personnel et donc je vais être nuancé, c'est-à-dire je pars du principe de qu'est-ce qui pourrait faire que j'aurais besoin de mon secours. Ça peut être par exemple une perte de contrôle due à l'aérologie trop turbulente, etc. Ça peut être une rupture du matériel, voilà. Ça peut être une collision en vol. Donc ça, c'est vraiment les 3 trucs, et le 4e, ça serait faire de la voltige ou faire des manœuvres de voltige de manière volontaire et pas tout maîtriser et qu'il y ait des incidents de vol dus à ma pratique de voltige. Donc ça, c'est les 4 contextes qui pourraient qu'on puisse tirer le secours, en fait. Donc après, la question, c'est si on fait un marché-vol dans de l'air calme, il n'y a personne, où il n'y a pas grand monde, donc le risque de collision est faible. A priori, on ne va pas faire de voltige. On va essayer de voler en air calme pour éviter les grosses turbulences, donc les fermetures, etc., les incidents de vol dus à l'aérologie. Et le 3e, la rupture de matériel, on a du matériel révisé, donc il y a vraiment le matos qui casse, ça devient exceptionnel, voire inexistant maintenant. Donc si on arrive à réunir si on arrive à enlever ces 4 contextes où on aurait besoin de tirer le secours, on pourrait choisir de se dire « je ne prends pas mon secours pour m'alléger », par exemple, parce que c'est le seul critère qui va faire qu'on ne prend pas son secours, c'est d'être allégé. Si vous avez une voile qui fait 1,5 kg avec un secours qui fait 1,5 kg, vous dites le poids du secours est comparable au poids de la voile. Donc on pourrait se dire si je veux m'alléger, je l'enlève. Voilà. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, ceux qui volent depuis très longtemps comme moi, nous, quand on volait, il n'y avait pas de parachute de secours. Donc, on va dire qu'on a un contexte historique où on sait, entre guillemets, on sait voler sans secours, on a déjà vécu énormément de vols sans secours. Donc, c'est plus facile pour nous de se dire, tiens, je le prends ou je le prends pas en faisant cette analyse. Mais maintenant, en 2024, quand en fait, on peut avoir des secours très légers et tous les gens qui ont appris depuis 10 ans, voire plus, il y a toujours eu un parachute de secours dans leur pratique. Donc, ça devient hyper compliqué pour sa pratique personnellement de dire je ne le prends pas. Parce que si c'est qu'une question de poids, ça peut être vite remis en cause. Donc, voilà, je voulais expliquer ça. Donc, maintenant, ne pas prendre un secours de 1 kg. Et à la fois, une majorité. On ne le prend pas. C'est ça. Et à la fois, une majorité de pilotes, même s'ils ont le secours, je pense que la majorité ne l'a jamais ouvert dans des circonstances réelles. Voilà, donc c'est vraiment mental, quoi. J'ai une sécurité. C'est ça, mentale. Et c'est un truc de seconde chance pour les 4 trucs dont je vous ai dit, quoi. La question, c'est si ces 4 trucs n'existent pas, est-ce qu'on le prend ou pas? Voilà. Quelqu'un qui a appris récemment, il va avoir du mal à enlever son secours. Et on a aussi la chance de l'évolution du matériel, ce qui fait qu'on peut avoir des secours très très légers, quoi. Voilà. Merci Jérôme. Qui se mettent en ventral, même sur un parachute, même sur une sellette string. Ouais. Tout à fait. Et je fais ça régulièrement et je suis très content d'avoir ça, mais pas tout le temps, effectivement, et des fois je le prends pas. Il reste peu de temps, Jérôme, comme tu le vois, on va continuer 5 minutes de plus et je te mets la dernière réaction de Stéphane qui nous parle cette fois de son point de vue. Alors mon avis personnel, eh bien voilà, c'est qu'en fait on a un parachute de secours qu'on achète cher, qu'on révise chaque année, qui nous suit de partout dans nos marches-vols, dans nos navettes, dans nos vols. Et ben faut pas hésiter à s'en servir. Si tu dois l'ouvrir, que tu sois à 2000 mètres ou à 30 mètres, eh bien tu t'en sers. Si tu es débutant, tu l'as et tu voles avec. T'es pas à l'abri d'une collision.
tu n'es pas à l'abri d'une fermeture proche du décollage. Tu n'es à l'abri de rien finalement. Donc, il faut pas hésiter à s'en servir. On ne regrettera jamais finalement d'avoir ouvert son secours. Ouais, pas mal comme conclusion. Merci Stéphane, en tout cas, pour la question du Club des Hommes Bien Oiseaux sûr. de Haute-Loire. Super Donc cette série là, de questions. voilà, donc de ce que dit Stéphane de son avis personnel, il revient sur une pratique générale. Oui, maintenant, voler sur un site où il y a du monde, où on a envie de rester en l'air, où on peut avoir un incident de vol, etc., autant avoir son secours. C'est-à-dire que là, on se demande même voler sans secours sur un site fréquenté, même si vous avez la meilleure technique du monde, que vous avez choisi les conditions pour voler, que vous avez une voile que vous connaissez bien, etc., il y a toujours un autre pilote qui peut vous rentrer dedans. Donc, on n'est jamais à l'abri d'une collision quand on est plusieurs en l'air. Donc, ne pas l'enlever est vraiment une action, ça serait plutôt une action volontaire, très consciente, réfléchie, pour lequel on enlève son parachute de secours. En gros, il faut tout le temps l'avoir, il faut plutôt faire une action pour l'enlever si on a besoin de l'enlever. Et on voit que ces moments où on peut l'enlever, ça devient quasiment inexistant, quoi, ou très très rare, quoi. C'est vraiment l'idée de s'alléger au cas où, mais Oui, ça serait quitte à que ça. avoir son secours. Et alors, pour revenir sur la thématique de cette discussion, Jérôme, sur quand on le tire, ça dépend vraiment du contexte. C'est comme tu l'as dit au début. Hein, c'est en tout cas près du sol, comme tu l'as dit, on l'ouvre, on le lance. Il vaut mieux faire ça. En hauteur, si on a de la hauteur, on a le temps de Et de réfléchir l'expérience. et de Et de l'expérience. l'expérience. C'est-à-dire que Ouais. dans tous les cas, il y a une analyse une observation de ce qui se passe pour vite comprendre qu'on va être débordé ou pas. Si on est débordé, si on a de la hauteur et de l'expérience, on a une temporisation, on peut peut-être faire quelque chose. Mais si on est très près du sol, toute cette technique de rattrapage, elle est remise en cause. Donc il faudrait basculer sur la décision de tirer son secours. Parlons quelques secondes sur le Oui. mental, Jérôme. Effectivement, je te le disais au tout début de nos échanges, il y a quand même, et comme la plupart des pilotes ne l'ont jamais tiré, ce secours, alors peut-être sur une tyrolienne, mais encore c'est un peu faussé la sensation, j'imagine. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une petite graine qui nous dit tirer son secours, je vais me retrouver sous un truc. Alors on voit plein d'images aussi Ouais. circuler de secours qui s'en mêlent dans la voile, etc. Donc il y a aussi une chance que ça peut-être ne Bien marche sûr. pas, peut-être que je vais me retrouver vertical dans une maison, sur une autoroute, je ne sais pas. Est-ce que tu crois qu'il y a un petit frein mental qui fait qu'il y a des gens qui ne tirent pas leur secours quand il y en a Alors, besoin? sur le fait, on sait que quand on tire un parachute carré ou rond, eh ben, on va pas pouvoir le diriger derrière, donc c'est bien l'aérologie qui va nous emmener dans le terrain. Mais la priorité, c'était de gérer un incident irréversible avec une perte de contrôle durable. Donc, c'est le bénéfice-risque, il vaut mieux tirer son secours. Après, bien sûr, quand on a tiré son secours, il y a le premier risque, donc c'est pas trop où on va arriver. Ça, c'est sûr, on peut arriver dans de la terre, on peut arriver dans une pente, donc très doucement, ou sur des terrains plats sans obstacle très doucement, mais en même temps, on peut aussi arriver dans une agglomération, on peut arriver dans des obstacles, etc. Ça, on ne peut pas le choisir à l'avance. C'est un premier risque. Mais pour le moment, les gens qui ont tiré sur secours sur des pertes de contrôle durables, il n'y a pas eu beaucoup d'incidents. Je ne sais même pas s'il y en a eu, ou d'accidents Ouais. importants. En tout cas, pas de décès. C'est ce qu'on sait dans les stats, c'est pas de Suivant décès. où ils Ouais. arrivaient. Ouais. Oui, on voit des vidéos, mais là, c'est plutôt des gens qui pratiquent la voltige, en fait. Donc, Oui. ils font des manœuvres très engagées ou plus engagées qui peuvent emmener des incidents un peu plus techniques et on voit qu'ils ont 2 secours, en fait. Voilà. Et heureusement, d'ailleurs. Après, il y a pas que ça, mais c'est vrai qu'il Tout à suffit de fait, voir mais une c'est ou un deux peu ce qu'on vidéos, de voit. se dire, voilà, Et il y a ça ça. peut mettre Ouais. le doute. Ouais. L'autre truc, c'est est-ce que ça s'en mêle avec la voile? Oui, il y a un risque que votre parachute de secours, il y ait des interférences avec votre voile principale. C'est pour ça qu'après l'avoir tiré, il faut essayer de neutraliser la voile principale pour qu'il n'y ait pas d'interaction entre les 2. C'est un risque, mais pour le moment, il n'y a pas eu d'accident grave avec, une interaction entre la voile et le parachute de secours.
pour quelqu'un qui avait tiré son secours hors cadre voltige, hein. Donc ça, c'est le troisième truc. Après, il peut y avoir cette histoire dont on a parlé tout à l'heure, quand on est pris du sol, on a plutôt essayé envie de se battre, etc., pour gérer un incident, mais c'est plutôt, on rentre dans une cascade d'incidents, donc du surpilotage, et donc c'est plutôt nos actions qui vont faire qu'on ne sort pas de l'incident. Donc là encore, il faut essayer de tirer le parachute de secours, mais c'est pas évident. Et il doit sûrement y avoir un biais cognitif où on abandonne, et une fois qu'on a tiré le secours, il n'y a pas de retour en arrière en fait. Et, et peut-être que c'est ça qui empêche, donc on va essayer jusqu'au bout de ne pas avoir besoin du parachute de secours. Voilà. Donc là, c'est assez compliqué. On va rentrer dans le mental. Ça peut être aussi alors oui, ceux qui ne l'ont jamais tiré, donc ni sur un portique, ni sur une tyrolienne, ni en cive, c'est vraiment quelque chose de très flou qu'on connaît pas trop. On n'a pas de sensation, quelque chose de très inconnu en fait, et donc ça pourrait empêcher de le tirer. On se fait tout un cinéma là-dessus, et on aimerait ne pas avoir besoin en fait de tirer, mais c'est peut-être pas vous qui choisissez si vous avez besoin ou pas. Bien sûr. Et donc ça veut dire aussi peut-être pour entraîner le réflexe et aussi pour avoir le geste et aussi voir ce qui se passe, allez faire un cive, faites un week-end tyrolienne ou une journée tyrolienne si vous avez la possibilité, ou même comme tu le dis sur un portique, juste de le lancer, voir ce que ça fait. Hein, voilà, voir déjà le mouvement d'extraction, à quoi ça ressemble et tout. Mais c'est vrai qu'après je vais nuancer la tyrolienne et le cive, c'est que la tyrolienne, on est dans un éducatif, donc on enlève la partie stress en fait, on n'est pas en train de gérer, hein, et on sait à l'avance que même si on ne le tire pas, ben, ça va bien se passer, et si on le tire, ça va être une expérience, mais il n'y a pas d'enjeu en fait. L'enjeu, il est que d'apprendre un geste et une sensation. En cive, on est dans un autre contexte où quand on a besoin de tirer votre parachute de secours, soit parce que vous avez décidé de le tirer, donc vous vous préparez à le tirer, même sur des manœuvres engagées, etc. Donc on s'y prépare. Donc il y a un petit peu moins de stress, il peut y avoir du stress dû à la surprise, on ne connaît pas, etc. Mais il n'y a pas énormément d'enjeux en fait, ou peu d'enjeux. Si vous devez le tirer en cive sur une manœuvre qui a raté, sur un incident de vol, une cascade d'incidents, il va falloir tirer, mais n'oubliez pas que vous êtes dans un contexte en air calme, en milieu sécurisé, où vous avez deux possibilités. C'est si ça merde, si ça devient en perte de contrôle durable, il y a deux thèmes. Il y a soit vous avez le temps d'essayer un petit peu, voilà, donc ça fait abstraction du sol, donc il va y avoir une différence avec la réalité si vous êtes près du sol, parce que là vous allez prendre le temps peut-être de gérer, et si vous avez à le tirer, vous savez que c'est une seconde chance et vous enlevez quasiment tous les risques de l'utilisation. Vous arrivez en milieu aménagé, dans l'eau, on va vous récupérer, etc. Donc ça, il faut faire le lien avec la réalité. C'est pas évident. C'est pas parce qu'on le tire en cive, son secours, qu'on saura le tirer au-dessus du sol. Bien sûr, toujours quand ça sera nécessaire en fait. Le stress, le temps de réaction, etc. Mais en tout cas, on pourra avoir au moins les sensations de ce qui se passe et de comment ça marche, quoi. Donc peut-être y penser avant, c'est-à-dire la discussion qu'on a, que ça pose des bases en fait, c'est pourquoi on en aurait besoin, etc. Et essayer de définir cette situation, essayer de la voir pour que de cette situation, on enclenche le secours en fait, que ce soit d'une cause, bim, la décision de tirer son secours. Oui, donc que ça soit bien pas s'approprier. C'est vrai que c'est souvent, on nous parle peu du secours en formation, c'est le truc qu'on a là, il y a le parachute de secours, fait des poignées témoins, mais on nous dit rarement les circonstances dans lesquelles on peut le faire, on pourrait le dire, mais voilà. Il y a peu de chances que en formation et tout, vous ayez besoin de le tirer au-dessus du dur. Et oui, parce qu'on fait tout pour anticiper les problèmes, et non pas, l'objectif n'est pas de trouver des solutions à des problèmes, on essaye de ne pas avoir de problème en fait. Bien sûr, mais c'est, je trouve, important, et c'est notre rôle, et on est content de le faire, et merci à Stéphane pour sa question, de montrer que ce truc qu'on a ou devant, ou dans le dos, ou sous les fesses, c'est un outil, et qu'il faut savoir ce que c'est, comment ça marche. Et s'approprier le matériel. Souvent, souvent on achète une sellette, il y a le parachute, le revendeur ou le moniteur, la monitrice vous a mis le parachute de secours, mais on s'en inquiète un peu, et on n'ose pas l'ouvrir, on n'ose pas le replier, mais il faut presque jouer avec ça. Vous pouvez l'ouvrir sur une pente, voir la couleur qu'il a, la puissance qu'il a quand vous courez avec, il faut et le replier, le remettre, et que ça fasse partie de votre matériel.
Allez Jérôme, je vois que tu as une connaissance infinie sur le parachute de secours, c'est chouette. On a d'autres épisodes, regardez sur la chaîne YouTube où on parle spécifiquement de l'ouverture du secours, etc. Là, on voulait répondre à ces questions de Stéphane sur quand utiliser son parachute de secours, quand tirer le secours. Je pense qu'on a pas mal avancé sur le sujet. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et Jérôme, ici présent, prendra du temps et plaisir à répondre à vos questions et vos interrogations sur ce sujet. Merci Jérôme, en tout cas. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau débrief. Bien évidemment, peut-être en live, peut-être enregistré. Ça sera la surprise. En tout cas, bonne fête si on ne se revoit pas d'ici là.